Je m'appelle Edwige Chevrillon, je suis éditorialiste à BFM Business et à BFM TV. Je suis ravie d'être là. On va travailler, ou du moins on va décrypter ce que vous avez fait dans les ateliers hier, lors d'une table ronde qui va durer 2 heures avec des témoins, des rapporteurs, de nombreuses interventions. Je vais essayer de tenir les délais parce que je pense que c'est important pour tout le monde. C'est des travaux qui ont été engagés il y a déjà quelques mois, hein, lors de la conférence des villes qui s'est tenue en septembre dernier. Tous les rapporteurs et les témoins sont au premier rang. Je vous propose du reste de commencer tout de suite, et pour ce faire, j'appelle celui qui nous accueille ici, en l'occurrence le maire d'Arras. Monsieur le Président de France Urbaine, cher Jean-Luc, Monsieur le Président délégué de France Urbaine, cher Gérard Collomb, Mesdames, Messieurs les vice-présidents et membres du conseil d'administration de France Urbaine, vous me permettrez de saluer aussi le secrétaire général André Rossineau et également le vice-président Jean-Louis Fousseret. Mesdames, Messieurs les maires, vice-présidents aussi de la communauté urbaine d'Arras, quelques-uns sont parmi nous. Mesdames, Messieurs les partenaires de France Urbaine, que nous remercions encore de leur participation à ces journées. Et je dirais plus simplement, Mesdames, Messieurs les élus et surtout, chers amis. Et très chers collègues, c'est avec, je l'ai dit déjà hier, mais c'est avec beaucoup d'honneur que j'ai le plaisir, en tant que président de la communauté urbaine, de vous accueillir ce matin pour cette séance plénière des premières journées nationales de France urbaine. C'était pour nous un challenge, mais aussi un défi que nous avons tenté de relever à la demande de France urbaine, et je remercie encore son président pour la confiance qu'il nous a témoignée, parce qu'effectivement, nous, la petite communauté urbaine en population, nous avons voulu relever ce défi, et nous avons essayé de vous démontrer que nous avons peut-être tout d'une grande. Vous l'avez remarqué lors des ateliers d'hier après-midi et du dîner que nous avons partagé hier soir à Cité Nature, nous avons essayé de mobiliser nos atouts et nos ressources locales pour vous réserver le meilleur accueil. C'est, je l'espère, déjà de ce côté-là, une réussite. Je remercie d'ailleurs au passage toutes celles et tous ceux de France Urbaine, de la communauté urbaine, qui, en lien avec l'organisation d'Arto Expo, ont contribué à ce succès. Certains diront que c'est l'accueil légendaire des gens du Nord, aujourd'hui des gens des Hauts-de-France. Et j'espère que cet accueil vous permettra de devenir demain, ou dès cet après-midi d'ailleurs, nos ambassadeurs à travers la France. À vous, chers collègues élus de grandes villes, de communautés d'agglomération, de communautés urbaines, de métropoles, et à l'ensemble de vos collaborateurs, je veux dire combien il est important pour nous, en ces temps bouleversés de la vie politique, d'être unis. D'être unis et de jouer collectif et d'entretenir cet esprit commun qui nous anime. Et de ce point de vue, je crois aussi pouvoir dire que nos journées sont en quelque sorte aussi déjà une réussite. Être membre de France Urbaine, c'est partager l'esprit communautaire sans différence de grandeur. C'est être au sein d'une association, je dirais même une famille, qui représente près de la moitié de la population française, 30 millions d'habitants. Et si nous pouvons être fiers, bien sûr, de cela nous donne aussi des devoirs. Et le devoir notamment de nous faire entendre. Et aussi, François, puisque c'est une conversation qu'on avait hier avec François Rapsanen, de nous faire connaître. Nous en avons la responsabilité, mais aussi la légitimité. Même une petite communauté, et je peux en témoigner, y a toute sa place, et chacun peut y faire entendre sa voix. Ceci va bien sûr au-delà de notre manifeste d'aujourd'hui, mon cher André, que tu nous présenteras tout à l'heure. France Urbaine nous permet d'échanger, de dialoguer sur des sujets aussi vastes que celui de la transition énergétique, de la cohésion sociale,
de la citoyenneté, de la sécurité, que sais-je encore, tous les sujets qui animent notre quotidien, ou encore aussi, sujet important, nos finances, les finances locales, en se dotant, par exemple, d'outils aussi efficaces que l'Agence France Locale. C'est aussi au sein de France Urbaine que nous pouvons établir ce nécessaire dialogue entre l'urbain et le rural. La communauté urbaine d'Arras, d'ailleurs, en est un exemple concret, flagrant, que je construis chaque jour avec mes collègues, maires urbains, périurbains et ruraux de notre intercommunalité. Ici, sur les 46 communes qui composent la communauté urbaine, 37 sont des communes rurales. L'équilibre urbain-rural, nous le vivons au quotidien. Dans notre rapport avec l'État, avec le prochain gouvernement qui va se mettre en place dans quelques semaines, il est aussi primordial que nous soyons unis. Unis et aussi avec la volonté de parler d'une seule voix. Depuis quelques années, la loi MAPTAM, puis la loi NOTRe, ont renforcé le fait intercommunal. Il est au cœur de l'aménagement du territoire et le législateur a fait évoluer, non sans mal, le découpage de nos intercommunalités, allant même jusqu'à réfléchir au mode de scrutin et l'élection au suffrage universel direct des présidents d'intercommunalités. J'y suis pour ma part plutôt favorable, et je sais que je ne suis pas le seul. Une première étape a été franchie par le fléchage des conseillers communautaires en 2014, mais je pense que nous devons travailler à aller un peu plus loin, sans oublier toutefois que nous sommes des intercommunalités et que donc chaque commune doit être bien sûr représentée. Pour autant, il est de notre responsabilité de permettre à nos concitoyens de choisir directement les orientations politiques que nous mettons en œuvre pour leur quotidien. C'est l'enjeu de la mission que nous avons, mes chers collègues, au travers du manifeste du Grand Arras, que nous assumons aujourd'hui et que nous irons porter dès lundi au candidat à la présidentielle, faire des propositions concrètes qui parlent au quotidien de nos habitants et qui, aux yeux du grand public, rendront l'intercommunalité comme une véritable nécessité et non pas, comme je l'entends parfois, une strate supplémentaire de l'échiquier politique et comme je l'ai notamment entendu d'une candidate à la présidentielle qui en prône même clairement la suppression pure et simple. Voilà le petit message que je voulais vous passer en vous accueillant, vous redisant tout le plaisir qui est le mien de vous accueillir à Arras. Et avant de passer la parole à André Rossino, qui va nous parler de l'esprit d'Arras, si j'ai bien compris. Merci à vous de votre présence et bonne matinée de travail. Merci Philippe Rappeneau, président donc, de la communauté urbaine d'Arras. Merci encore. André Rossino, si vous voulez bien nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes président de la métropole de Nancy, secrétaire général, bien sûr, de l'association France Urbaine, et vous allez nous parler de cet esprit d'Arras qui, visiblement, flotte depuis 2 jours au moins sur vos esprits. C'est à vous, André Rossino. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. On a passé d'ailleurs une excellente soirée hier soir et je voudrais remercier le président de la communauté urbaine et ses collaborateurs de la démarche d'organisation très qualitative qui nous permet aujourd'hui peut-être d'élever un tout petit peu le débat, non pas qu'hier soir ce soit médiocre, au contraire c'était très amical et nous avons eu 2 beaux discours hier soir d'accueil et je voudrais saluer le président de France Urbaine, le président de Toulouse Métropole et le président de Lyon Métropole et leur dire combien, ensemble, aujourd'hui, de manière spontanée, naturelle, je dirais presque, nous sommes en train de préparer l'avenir. Nous ne le faisons pas tout seuls. Je voudrais saluer le secrétaire général de l'Association des maires de France et lui souhaiter la bienvenue et féliciter l'AMF pour sa belle organisation il y a quelques jours. Mais la réflexion aujourd'hui,
elle est plus importante parce qu'elle se dessine dans un contexte profondément évolutif. Et cette évolution, elle est à la fois législative, ce n'est pas les textes que nous avons vécus depuis 2010 jusqu'à nos jours, ce ne sont pas des textes de décentralisation, ce sont des textes de réorganisation des territoires. Et cette réorganisation des territoires, elle est profonde, tant au périmètre et aux fonctions des régions. Elle est profonde avec l'émergence des métropoles. Elle est aussi profonde dans la nouvelle répartition des compétences, la place éminente des régions, et d'aucuns le disent, et des agglomérations. Mais moi, je n'oublie pas l'ensemble des territoires. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, il y a une chose qui nous rassemble, c'est la République. Et je le dis ici de manière vibrante, forte, parce qu'il faut être très attentif à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe moins bien ou insuffisamment en Europe, et à ce qui se passe aussi dans notre pays. Cultivons les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de cohésion sociale, de soutien, d'humanisme, et soyons au rendez-vous de ce qui doit être demain la modernité de nos territoires. Et la modernité de nos territoires, ce n'est pas technocratique, c'est puissamment politique et philosophique. Il n'y a pas de politique sans philosophie de la vie et sans vision prospective du monde, et surtout, nous, en France, sans vision absolument synalagmatique avec la construction et l'adhésion à l'Europe. C'est ça, aujourd'hui, le pacte républicain. Il ne s'arrête pas aux limites de la France, il va beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Alors, si nous avons un document de ce type, je voudrais dire, hier soir, on a vu cette vision, ce rapprochement, et ce rapprochement entre aujourd'hui l'Association des maires des grandes villes, des communautés de France. Il y a eu beaucoup de travail de fait dans ces deux structures, mais nous avons voulu donner un signal fort. Le président de Lyon nous l'a rappelé avec vigueur et frénésie hier soir, aux côtés, non frénésie dans sa forme, pas sur le plan du fond. Il apprécie, il est au premier rang, il apprécie. Oui, bah, je le guette du regard, parce que pour un radical, avoir l'œil fixé sur Lyon, c'est historique. Hein. Mais il faut quelques repères quand même dans la vie. Donc aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous. Et ce document est fondamental, parce qu'il est l'alliance entre la conférence des villes que réalisait annuellement l'Association des maires des grandes villes et le travail que nous avons fait à France Urbaine et sur lequel aujourd'hui nous faisons la synthèse. Et c'est parce qu'il y a cette synthèse, parce qu'il y a, Monsieur le Président de la communauté urbaine d'Arras, la force que nous représentons en tant qu'association libre, forte et déterminée au-delà des sensibilités politiques. Peut-être sommes-nous un peu en avance par rapport à d'autres, mais il y a belle lurette que nous avons compris qu'au-delà du suffrage qui tranche, ensuite il faut le travailler ensemble. Et c'est ce que nous faisons à France Urbaine, au-delà des sensibilités. Et je crois que c'est aujourd'hui un modèle adapté à l'évolution du monde. Alors, ce manifeste, cet esprit d'Arras, il est fait aussi d'un certain nombre de valeurs, toujours philosophiques, auxquelles il faut être attaché. Il est d'abord remarquablement fait, et ça me permet de signaler l'effort considérable de nos collaborateurs, sous l'autorité de M. Landel, mais aussi avec un petit clin d'œil amical rétrospectif à Christian Lalu, pour dire que la production de la maison France Urbaine, elle est de bonne qualité, elle est talentueuse, elle est aussi faite dans cet esprit de respect, de coopération entre nos collaborateurs et les élus. Alors, si nous sommes aujourd'hui sur la République des territoires, ça veut dire qu'on jette un regard nouveau et qu'on n'est pas en train de découper la France en territoires urbain, périurbain, rural, voire même, comme d'aucuns disent, rural profond, pourquoi pas. Et nous sommes aujourd'hui sur un concept qui est celui de l'alliance des territoires. C'est un beau mot, l'alliance des territoires, parce que c'est à la fois le respect de l'État, qui représente la totalité du territoire de la République, mais c'est aussi
chacun des territoires, là où il est, quelle que soit sa forme, sa fragilité, quelle que soit sa beauté, et la France est un très beau pays, premier pays destination du monde en matière de tourisme. Il ne faut jamais oublier cette industrie. On voit bien que l'alliance des territoires nécessite de nouvelles pratiques, un regard qui prend de la distance par rapport aux habitudes, au classement, qui prend de la distance aussi par rapport à ce qui sépare, qui cherche ce qui rassemble, unir sans absorber. C'est une logique aujourd'hui très forte. Travailler ensemble, se respecter. Et je pense que le dialogue que nous avons, Monsieur le Président Moudin, commencé avec les maires ruraux, avec l'AMF, en approfondissant les choses, sont des signes très forts de notre volonté. À nous de le prouver sur le terrain, là où nous sommes. Et cette alliance des territoires, je voudrais vous faire une proposition. Dans le cadre des contrats que les métropoles ont signés avec l'État, il y avait ce concept de réciprocité. Eh bien, je souhaiterais que chaque agglomération ici présente, chaque communauté urbaine, chaque métropole trouve un sujet de dialogue et de respect réciproque et de contractualisation avec une partie de son territoire. Jean-Luc Moudin l'a trouvé avec le Gers, par exemple. Cherchez, là où vous êtes, la démonstration de la nécessité de faire un accord, partiel certes, mais un accord, et de donner le signal de la réconciliation des territoires. Parce que la division est mauvaise conseillère et que sur ces bases-là, si nous voulons demain obtenir de l'État, obtenir de l'Europe le respect, les moyens, les textes qui conviendront, il faut que nous apportions cette preuve d'unité de la République des territoires. Merci. Pas tout à fait fini, mais je suis obligée de jouer un petit peu le rôle de maîtresse d'école, mais parce que... Mais vous savez, vous êtes une exceptionnelle maîtresse d'école. Je vous remercie. Je voudrais dire un mot sur l'intelligence collective. Vous voyez, madame, qu'on va toujours dans le bon sens. L'intelligence collective, ce n'est pas des mots. C'est une nouvelle pratique, d'ailleurs, dans tous les mondes, dans le monde de l'économie, dans le monde de l'université, de la recherche. L'intelligence collective. Comment on peut travailler ensemble et coproduire ensemble. Et au-delà de l'alliance des territoires, au-delà de l'intelligence collective, nous avons besoin aussi d'expliquer ce que nous entamons. Parce que, autant je signale la belle opération de communication de l'AMF, autant je dis que nous avons un petit peu de retard. Et je souhaiterais que ce qui va être aujourd'hui arrêté, nous soyons comptables de sa communication nationale et locale. Parce que si chaque communauté d'agglomération, chaque grande ville, chaque métropole fait cet effort de communication en rentrant, c'est le plus bel hommage que nous puissions faire à nos collègues d'Arras, c'est ça l'esprit d'Arras. On repart d'ici nanti d'une vision philosophique, d'un rôle stratégique et de la capacité de faire ensemble parce qu'il y a urgence. Et hier, je ne reprendrai pour conclure, madame, je vous en préviens à l'avance, qu'un espace de débat financier très important, c'est celui d'une loi de finances spécifique pour les collectivités territoriales. La loi de finances, ce n'est pas une technique, c'est, moi qui suis profondément attaché, qui est des ministres des Relations avec le Parlement, c'est la reprise en main du Parlement sur un débat à très haut niveau avec l'ensemble des collectivités. Et cette reprise en main par le Parlement, à travers un texte législatif spécifique, ça a beaucoup d'avantages. D'abord, ça permet de faire toutes les études préliminaires, plutôt que d'attendre de la DGCL, je pense qu'ils ne sont pas dans la salle, mais des remarques, des propositions, des simulations qui n'arrivent jamais, qui n'arrivent qu'après la loi. Aujourd'hui, reprenons le pouvoir avec le Parlement sur la force et la puissance, je dirais, du monde des collectivités territoriales. Ce n'est pas faire défaut à l'État, c'est lui montrer que nous ne sommes pas en situation de subordination, nous sommes dans des démarches contractuelles de respect et d'intérêt supérieur des femmes et des hommes qui habitent nos beaux territoires, dont celui d'Arras. Je vous remercie.
Merci beaucoup, André Rossino. Vous avez parlé de cet esprit d'Arras, vous avez parlé effectivement de cette proposition importante de loi de finances. On va y revenir à l'occasion, bien sûr, de la table ronde et du premier atelier qui est consacré notamment à cette mesure qui sera présentée, vous le savez, aux candidats. André Rossino l'a parlé. Vous avez parlé, monsieur le ministre, de modernité des territoires, de la République des territoires. On va essayer de parler, peut-être d'élever cet esprit d'Arras avec Carlos Moreno, s'il veut bien nous rejoindre ici. Voilà, merci. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, expert international de la Smart City humaine. Vous êtes un scientifique extrêmement reconnu, vous faites de nombreuses conférences. Donc encore une fois, merci d'être ici avec nous à Arras. On l'a vu, vous le savez mieux que moi, bien sûr, les défis sont très importants à relever. Peut-être justement, vous allez pouvoir nous expliquer, Carlos Moreno, vers quelle direction faut-il aller. C'est à vous. Absolument, merci pour ces mots d'introduction. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Messieurs les élus, Messieurs France Urbaine tout entière, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de participer à cette session plénière de France Urbaine. Et je plaide effectivement dans le monde entier, semaine après semaine, la vie urbaine et l'importance de nos villes et du fait urbain pour ces siècles qui a basculé. Et je plaide également, effectivement, pour une ville humaniste, pour une ville dans laquelle le bien vivre ensemble et les savoir-vivre aujourd'hui devient un élément majeur dans un monde assujetti à des crises multiples. Je vais m'adresser à vous, effectivement, dans le cadre de mes travaux que j'ai faits en tant que scientifique dans le monde entier, mais aussi la pratique issue des expériences menées dans des multiples territoires en France et à l'étranger. Je voudrais parler donc de défis urbains qui se présentent donc à l'aube du XXIe siècle. Si la sapette vient me marcher, c'est quel cas. Donc je voudrais dire d'abord que nous sommes dans un monde qui change à double titre. D'abord, un monde donc, avec une population mondiale qui a moins d'un siècle, donc c'est multiplié par 3,5, arrivant aujourd'hui à plus de 7 milliards, mais en même temps, l'activité humaine, pour la première fois, produit un monde en danger. Les 400 particules par million de CO2 ont été dépassées depuis presque 2 ans, et si rien n'est fait de manière irréversible, nous irons vers des graves problèmes pour les futures générations. C'est une responsabilité aujourd'hui dans un monde qui devient urbain par rapport à un monde globalisé et dans lequel il est important d'avoir la modestie pour nous, Européens, souvent eurocentrés ou occidentaux-centrés, de bien comprendre que dans 50 ans, le monde sera sur près de 10 milliards d'habitants. Quand il y a 50 ans en arrière, c'était à peine quelques milliards, mais que nous, en Europe, nous représentons une faible part de cette population donc, mondiale. Nous restons sur un siècle, donc sur les 50 ans d'avant et à venir, sur une fourchette de 600 millions d'habitants dans un monde donc, qui va vers les 10 milliards. Ça nous amène également à une responsabilité par rapport au monde qui change, par rapport à les valeurs que nous devons défendre dans ce monde-là. Dans les cercles qui est là, il y a plus de monde qui habite aujourd'hui à l'extérieur de ces cercles. Et si nous rajoutons l'Afrique, le constat statistique, il est simple, il est factuel, 90% de la croissance urbaine mondiale, elle s'est faite en dehors de l'Europe et l'Amérique du Nord. Et sur les 90% de cette croissance mondiale qui s'est faite en Asie et en Afrique, rien que 30%, ça fait uniquement dans 3 pays, l'Inde, la Chine et le Nigeria. L'effet urbain aujourd'hui, si nous faisons une anamorphose mathématique du monde, donc nous représentons le monde en proportion de ses habitants aujourd'hui, il a cette tête. Mais en même temps, la production de CO2 et la production des émissions, donc, elle a également cette tête-là. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui des enjeux majeurs. Dans ce 21e siècle, on dit qu'il a commencé, mais en fait, nous allons entamer déjà pratiquement donc, la fin de la 2e décennie. Il est temps donc de comprendre également que c'est devenu un siècle ubiquitaire dans lequel massivement le silicium est partout et l'intelligence que vous portez et qui vous accompagne donc dans chacun de vos gestes quotidiens s'est traduit aujourd'hui par une utilisation massive pour toute la vie quotidienne à tout instant. Et qu'il y a plus aujourd'hui d'objets connectés que des habitants sur la planète et qu'à l'horizon de 2050, la proportion sera peut-être de 10 objets connectés pour un humain.
Ça nous engendre un siècle particulier que le maire, des présidents de l'association de maires des États-Unis, donc M. Walton Webb, avait appelé le siècle des villes. Le 19e était le siècle des empires, le 20e était le siècle des États-nations. Et les guerres, malheureusement, l'attestent, le 21e siècle, c'est le siècle des villes. L'effet urbain est toujours une réalité. Et les produits, les PIB produits par les villes aujourd'hui dépassent souvent celui des États, et parfois il y a plus de pouvoir d'action et de travail dans la proximité et la création de la valeur économique, des richesses dans un territoire porté par les présidents des métropoles et les maires que parfois par rapport à des ministres des États. Donc nous avons aujourd'hui un monde dans lequel, en Europe aujourd'hui, plus de la moitié des PIB, c'est uniquement donc 150 villes. Et ça vous donne une responsabilité majeure à vous, puisque nous sommes dans un monde donc, qui ne peut plus être regardé à la lumière de la vie franco-française quand vous êtes en concurrence, pas une guerre, mais une concurrence, non seulement des métropoles entre elles, mais surtout dans un monde donc, globalisé et à l'horizon donc, de la création de richesses qui s'est fait par ailleurs. Les termes mégalopole, c'était 12 millions d'habitants, mais aujourd'hui, mégalopole, c'est plus 30 et 40 millions d'habitants. Les 20 premières population mondiale des villes que vous voyez là démarre donc à 20 millions d'habitants. Et quand je vais à Tokyo, quand je vais à Shanghai, quand je vais à Mumbai, quand je vais à Mexico, on est en train de parler non plus de métropole, on ne parle plus de mégalopole, on parle d'hyper-métropole, d'hyper-mégalopole. L'alliance des territoires existe aujourd'hui, par exemple, en Chine, comme vous voyez Shanghai, qui représente donc 20 millions d'habitants, et quand vous voyez la région shanghaïenne, donc la rivière des Trois Gorges, donc le Yangtze, les plus grands barrages qui étaient construits par l'humanité, les premiers ports mondiaux des commerces, ça représente une population globale de 50 millions d'habitants qui est gérée aujourd'hui comme une entité administrative en tant que telle et qui va le devenir à terme. C'est le même cas pour les 3 autres villes que j'ai citées. C'est ça votre concurrence. C'est ça aujourd'hui donc les enjeux majeurs que vous devez affronter si la SAPED veut bien passer à la suite. Donc, cette carte vous montre bien, aux portes de l'Europe, l'équerre, une mégalopole à 20 millions d'habitants. Quand vous comparez avec les 140 villes européennes, la densité urbaine que ça représente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vu du ciel, nos métropoles doivent travailler ensemble. Elles doivent s'inscrire dans une démarche donc de territoire. Merci à Thomas Pesquet pour ces jolies photos issues de la station européenne. Un bel exemple d'alliance des territoires, puisque c'est l'intervue du ciel, c'est nos métropoles vues du ciel. Vue du ciel, effectivement, donc vous avez l'obligation et le devoir de travailler ensemble pour que, dans nos territoires, les taches lumineuses qui sont là, qui correspondent à vous et vos métropoles, travaillent la main dans la main avec des petites taches de lumière, voire avec des zones vertes. 4/5 de la population française habite dans 1/5 du territoire. Voilà l'importance aujourd'hui pour chacun de vous d'associer dans vos métropoles donc l'air du territoire, puisque nous sommes dans une conception des métropoles françaises qu'on appelle au niveau scientifique les métropoles diffuses, où la complexité des villes n'est pas au rendez-vous dans sa conception, et qui vous amène donc à ce dialogue permanent avec le monde rural. Cette densité qui aujourd'hui, vous voyez, à différence de la France et de l'Allemagne, dans laquelle il y a une concentration, une centralisation beaucoup plus forte par rapport à un État jacobin. Les vieillissements de la population à l'horizon 2040 qui vous amènent aussi vers de nouveaux paradigmes de vie et de travail. La pauvreté qui s'installe dans le centre-ville, il n'est pas rural. Aujourd'hui, les études de Credo que j'invite à lire récents montrent comment dans les centres urbains la pauvreté s'installe aujourd'hui et devient un fléau que nous devons combattre si nous voulons garantir la cohésion sociale, sortir de l'hypercentralisation française à laquelle nous sommes habitués depuis longtemps, pour donner non seulement à la France des territoires l'accessibilité à Paris sur 2 heures, comme le montre cette anamorphose, comme ça se fait aussi au niveau de l'Europe, où ce qu'on appelle donc la banane bleue s'installe donc sur l'arc donc continental de Londres, Bruxelles, Francfort jusqu'à Milan et Gênes. J'ai un peu de mal avec les zapettes, vous m'excusez. Voilà. Donc, nous avons aujourd'hui à reconstruire un maillage de territoire, nous avons à développer l'hyperproximité et les liens sociaux, nous avons à prendre en conscience le numérique, nous devons aller pour que ces data centers qui sont aujourd'hui installés dans uniquement 4 ou 5 grandes villes métropolitaines puissent donc aller sur l'ensemble du territoire. Nous ne pouvons plus parler de villes intelligentes comme un fait technologique. Ça a été donc discuté à Habitat 3. Je termine, madame. C'est la nouvelle agenda urbaine
qui donne des responsabilités pour le territoire. Parce que pour la première fois, ce n'est pas les États qui ont discuté du fait urbain. À Quito, c'est les maires du monde entier qui se sont invités pour parler de la nouvelle agenda urbain, pour parler de la cohésion sociale, pour parler d'équilibre territorial, pour parler du développement durable, pour s'emparer des objectifs du développement durable, construire des territoires et des villes inclusives, sûres, résilientes et durables. C'est donc la qualité de vie qui aujourd'hui est au cœur de votre activité. Ce n'est pas uniquement le droit à la ville, est-ce que je plaide dans le monde entier, je plaide pour le droit à la vie dans la ville, le droit à la vie urbaine, pour être conscient du challenge climatique qui doit nous donner les actions pour une ville durable, inclusive et résiliente. Même si la crise économique nous empêche de voir le bout du tunnel, il existe. Parce que même les intempéries, même la vulnérabilité urbaine qui est aujourd'hui devant vous et qui se presse, la canicule qui monte dans les lieux urbains et qui créera des tensions sociales de plus en plus fortes avec des sensibilités comme celles qu'on voit à l'écran. Une minute, madame. La pollution qui nous guette aujourd'hui dans toutes les villes, le stress hydrique qui fait partie de la vie de tous les jours, les réfugiés climatiques, les réfugiés tout court qui fuient des territoires aujourd'hui en guerre et sont parmi nous, les nouvelles maladies urbaines, tout ça, c'est de nouvelles responsabilités qui ne sont pas uniquement des États et qui deviennent surtout à vous, parce que le futur urbain, aujourd'hui et demain et après-demain, c'est l'alliance des territoires, à partir du moment où vous avez compris que l'essentiel, ce n'est pas gérer une ville figée, mais une ville vivante, une ville qui bouge, c'est-à-dire comprendre que la ville est un organisme vivant et qu'elle possède un métabolisme avec un défi social, culturel, économique, écologique et de résilience. L'innovation comme levier des transformations, réinventer la ville pour tous, hybrider la vie technologique par rapport à une feuille de route sociale, il n'y a pas d'autre solution pour que notre ville, aujourd'hui, elle ne soit pas tellement intelligente, mais elle soit avant tout collaborative, pour qu'ils fassent bien vivre ensemble, pour que la vie soit au cœur de la cité et pour que la vie urbaine, métropolitaine et les territoires puissent créer aujourd'hui et demain de nouvelles solidarités territoriales. Je suis très fier de vous accompagner. Je serai votre porte-parole partout dans le monde parce que je crois que la France urbaine doit être un exemple à l'avenir d'une manière de vivre ensemble, de recréer de la cohésion sociale et de sortir par le haut de la crise dans laquelle aujourd'hui nous sommes. Je confie dans mon pays, mais surtout je confiance en vous, les élus, les maires, les présidents de chacune de nos communes, de nos territoires et de notre métropole aujourd'hui ici réunis. Merci à tous. Merci beaucoup, Carlos Moreno. Merci de ce bel exploit. On a vu de très belles images, on a vu des belles propositions, même si en même temps, ça fait assez peur lorsqu'on voit les images et les chiffres surtout que vous nous avez donnés. Et puis cette image de la France avec ce gros poumon, cet énorme poumon parisien, c'est vrai que c'est assez impressionnant. J'en profite pour dire que Jean-Christophe Tortora, qui n'a pas pu être avec nous, de la tribune, vous savez, il est président de la tribune, qui est le partenaire aussi de votre manifestation, il va lancer un Tour de France des Smart Cities, avec vous, hein, Carlos Moreno, et je crois que la première journée, la première étape de ce Tour de France sera à Nantes le 3 et le 4 avril prochain. Merci beaucoup, Carlos Moreno. Merci. Voilà, maintenant on arrive à l'heure de décrypter les ateliers que vous avez tenus hier avec ces fameuses propositions que vous allez, ou vos représentants du moins, remettre aux candidats très bientôt. Alors cette table ronde, elle est découpée en 6 séances. Il y aura des témoins, des techniciens, les rapporteurs en l'occurrence de ces ateliers qui vont nous rejoindre. Et puis, à chaque fois, vous aurez justement, puisqu'on parle beaucoup d'Alliance des territoires, vous aurez un exemple qui va séquencer ces 6 ateliers. Alors, pour ce faire, on va commencer tout de suite avec la première thématique, celle des finances locales. J'appelle Julien Bargeton, Patrice Vergrit et j'appelle Olivier Carré, si vous voulez bien me rejoindre et vous asseoir là. Voilà. Oui. Ah. Bon. Oui, voilà, il descend. Merci, si vous voulez. Oui.
Alors, donc c'est la première thématique, c'est sur la finance publique. Je vous propose de découvrir les propositions, si ça marche, hein, parce qu'on a eu un tout petit problème technique au début de cette table ronde, vous avez pu le noter, les propositions de l'atelier. Et j'appelle Jean-Claude Boulard, donc, qui est le rapporteur de l'atelier, qui est maire du Mans, bien sûr, président de la communauté urbaine du Mans et coprésident de la commission des finances de France Urbaine, si vous voulez bien nous rejoindre. Et là, vous pouvez voir les propositions. Voilà, si on peut avoir les propositions. Bonjour, monsieur. Si vous voulez bien. Alors, je vous appelle à les découvrir. L'arrêt de la baisse des dotations, synonyme d'érosion des ressources locales. L'arrêt des injonctions de l'État d'effectuer les dépenses nouvelles pour les collectivités. On sait que ce quinquennat a été marqué par une baisse historique des dotations de l'État. C'est un peu toute la problématique à laquelle vous êtes confrontés. Est-ce que, peut-être, je peux vous demander, Julien Bargenton, de réagir à ces propositions que vous découvrez sur la question, oui. C'est la question essentielle, hein, j'ai envie de dire quand même, de l'autonomie financière. Au fond, les propositions qui sont formulées tendent à une réelle autonomie d'action. En tous les cas, c'est ce que vous revendiquez. Alors, oui, donc plusieurs débats qui ont animé notre groupe de travail hier, et vous envoyez les résultats, les conclusions ici. Le premier sujet, il y avait écrit loi de financement, il y a eu justement une question là-dessus, c'est plutôt une loi de finances des collectivités locales, c'est-à-dire d'avoir un cadre structurant pour organiser les relations financières entre l'État et les collectivités locales. Ça permettrait plusieurs choses. Première chose, c'est d'éviter d'avoir des mesures éparpillées dans plusieurs textes qui concernent les collectivités locales et de les rassembler. La deuxième chose, c'est d'éviter des décisions brutales, des amendements nocturnes qui finalement sont peu évalués, qui ont été peu discutés et qui arrivent au détour d'une autre loi. Donc on éviterait ces coups un peu brusques qui nous ont pénalisés ces derniers temps. Ce serait aussi l'occasion de rappeler annuellement le principe de libre administration des collectivités locales, et puis de rendre cohérent la trajectoire financière de l'État avec celle des collectivités locales. L'idée majeure de cette proposition d'une loi de finances des collectivités locales, c'est la cohérence. Mise en cohérence des textes et mise en cohérence des relations financières entre l'État et les collectivités locales. Plusieurs conditions ont été abordées. La première condition, c'est d'avoir des simulations en amont précises, et on pourrait demander à la Cour des comptes ou à d'autres organismes de les préparer. Et évidemment, l'autre sujet, c'est d'être précis dans le contenu de ces lois de finances, parce que, évidemment, une bonne idée peut aussi se retourner contre nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faudra être précis sur les contreparties, la façon dont les dépenses seront maîtrisées et les recettes seront sécurisées. Donc voilà les débats. C'est, à mon avis, un cadre utile pour réhabiliter un pacte financier qui est indispensable, mais en même temps, le diable se cachant dans les détails, il faudra que nous allions plus loin pour préciser, affiner ce que nous attendons de cette loi de finances. Merci beaucoup, Julien Bargenton. Est-ce qu'il y a des questions, parce que vous avez à chaque fois l'occasion de réagir sur ces propositions. Vous avez des hôtesses qui sont là avec des micros. Est-ce que vous avez des réactions, notamment sur ce point qui est assez clé, on le sent bien, notamment sur l'autonomie financière? Est-ce qu'il y a une question? Et s'il n'y a pas de question, moi je vais en poser une tout de suite à Jean-Claude Boulard. Jean-Claude Boulard, c'est vous qui étiez rapporteur de cet atelier. Est-ce que vous trouvez que, peut-être vous pouvez nous expliquer en quoi ça va complètement changer, et à votre avis, ça sera vraiment la solution? Si vous voulez bien prendre un micro. C'est pas la solution. Dans aucun domaine, il y a une seule solution. C'est un ensemble de solutions. C'est pour ça qu'il y a 4 points dans ce groupe de travail. Deuxièmement, on a surtout essayé d'évoquer une inquiétude sur l'affaire de la loi de finances. Plutôt que d'approuver, je préfère dire attention, il ne faut surtout pas que l'État se saisisse de cette loi de finances pour les collectivités locales pour fixer une norme d'évolution de la dépense publique comme elle le fait pour la sécurité sociale. Ça a expliqué la réticence des élus pendant très longtemps à l'égard de cette idée. Il ne faut jamais oublier les réticences qu'on a eues. Alors maintenant, on est d'accord pour l'avoir, parce qu'on a vu combien, dans les secteurs, faire une petite réforme sans mesurer les conséquences sur nos finances, ça a été le VT, ça a été l'exonération du foncier bâti pour encourager le logement social. Donc ça, tous ces cavaliers budgétaires dispersés, on les évitera. Mais en même temps, il faut clairement rappeler qu'en aucun cas, ça doit être une loi de finances de régulation de la dépense publique. Or, la tentation de l'État est très grande dans ce domaine. Donc n'oublions pas les raisons pour lesquelles, dans le passé, on a été assez réticents au moment où on se rallie
à cette idée. Oui, mais l'État... Prenez un micro, il y a un deuxième micro si vous voulez. Non, l'État a bien en tête. Il y a déjà une indication qui n'a que valeur d'orientation. Mais ça existe déjà. Le taux de progression des dépenses publiques à titre d'orientation existe. La tentation de le transformer en obligation est réelle. Donc, on approuve cette idée. On reste vigilant sur les dérapages. Toute idée dérape. Toute idée, c'est comme une pièce de monnaie. Vous savez, il y a toujours deux faces. Et si on ne se souvient pas qu'il y a toujours deux faces à une idée, on ne la maîtrise pas. Olivier Carré voulait réagir, je crois. Je vous vois, vous avez l'air assez circonspect sur cette... Disons que pendant 10 ans, j'étais à la commission des finances de l'Assemblée nationale et j'ai pu voir à quel point le discours qu'on a tous ici, parce qu'on est responsable, en même temps on est, je pense, honnête, c'est-à-dire qu'on est loyaux à l'égard de l'État et on attend une loyauté réciproque. Aujourd'hui, on est dans un contexte où, à travers le trimestre européen, enfin toute une série de procédures qui sont assez abscondes pour ceux qui ne sont pas dedans, qui ne vivent pas ces épisodes parlementaires qui commencent à partir du printemps et qui s'échelonnent jusqu'à l'élaboration du budget. Aujourd'hui, c'est la seule dépense, dans les trois catégories de dépenses, qui échappe à la présentation qui peut être faite par l'État ou à nos partenaires européens. Et moi, je suis à peu près sûr qu'à un moment donné, dès lors que les élus locaux auront dit banco pour cette loi de finances, avec tous les éléments positifs qui viennent d'être rappelés. C'est vrai que les amendements, c'est insupportable. Les éléments de péréquation, je crois qu'on en reparlera, qui au début étaient une bonne idée, sont devenus de véritables usines à gaz. Et j'ai vu amendement par amendement comment est-ce que les choses se faisaient, se complexifiaient et devenaient le résultat qu'on connaît tous sur nos dotations. Mais il y a un moment donné où Bercy demandera une norme de dépenses. Moi, j'en suis à peu près certain. Et parce que c'est le contexte dans lequel il présente lui-même ses comptes à la Commission européenne. Et donc, tout ce mécanisme-là, qui est très éloigné des intentions de départ, je crains qu'il ne nous rattrape, d'autant qu'aujourd'hui, je peux le dire, même si c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec précaution, mais le Parlement, dans son ensemble, en tout cas à l'Assemblée nationale, je ne veux pas entamer le travail des sénateurs, mais nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui, les parlementaires, de contrôler et d'aller loin sur le travail qui nous est fourni par l'administration centrale. Et aujourd'hui, c'est un des éléments importants quand on rentre dans ces sujets, c'est qu'on n'aura pas les moyens de contrôler ce que l'on nous impose. Jean-Claude Boulard. Oui, mais je suis content d'avoir rappelé le risque. Tout le monde était enthousiaste. J'essaye de calmer les enthousiasmes. C'est mon rôle. En même temps, oui, c'était l'enthousiasme général. Merci d'avoir confirmé qu'il fallait rester prudent dans cette affaire. Il y a une seule chose qu'on peut dire à l'État, c'est le principe constitutionnel d'autonomie des collectivités locales. Nous ne sommes pas la sécurité sociale, nous sommes pas l'État. Je pense que ce principe pourra freiner un certain temps la norme de dépenses publiques locales. Mais restons vigilants. Bon, je suis d'accord pour faire cette loi sous réserve de notre vigilance. Merci. Est-ce que ça va quelque part, est-ce que ça pourrait sécuriser votre autonomie financière? Rien n'est moins sûr. Non, c'est ce qu'on veut. On ne veut plus ce qu'on appelle, les élus voient bien, chaque année on apprend qu'on bricole le VT, les seuils, bon, sans s'occuper des conséquences sur les collectivités. Le lendemain, on apprend que la taxe sur les spectacles est supprimée parce qu'il faut encourager le foot professionnel qui, c'est bien connu, mérite, comme les produits de première nécessité, une TVA à 5,5. Ah ben c'est extraordinaire, c'est des pauvres. TVA à 5,5, on nous supprime la taxe sur les spectacles. On apprend après que pour encourager le logement social, on exonère du foncier bâti les logements sociaux et que l'État ne compense pas. Ce sont ces dispositifs qui sont pris dans une logique sectorielle qui ne pourront plus être pris, qui devront être pris dans le cadre de la loi elle-même. De ce côté-là, je crois qu'on a raison de vouloir un débat annuel sur les finances locales. En même temps, toute idée a ses effets pervers et ses déviations. Citez-moi une idée qui n'est pas un effet pervers, il n'y en a pas. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une dernière question sur ce thème-là ou sur les financements innovants? Je ne vois pas, non, je n'ai pas le sentiment. Sur la question des financements innovants, est-ce que juste vous pouvez nous expliquer l'importance de cette mesure? Sur les financements innovants, je crois que... C'est-à-dire des nouveaux impôts?
Je ne crois pas. Il y a des mots, je sais qu'on utilise beaucoup des mots qui sont des clichés, que je les entends régulièrement. Il y en a que je ne comprends pas. Oui. Celui-là, je ne comprends pas. D'accord. Julien Bargeton, un dernier mot, et ensuite on passe à la deuxième thématique. J'ai l'impression qu'il ne faut pas se Ça a lancer. été abordé, il y a eu un débat important aussi dans, Oui. dans notre atelier, c'était le sujet des péréquations. Ouais. Le sujet des péréquations ont été longuement abordés, on a abordé 4 thèmes, qui sont évoqués d'ailleurs là dans ce que vous avez en bilan. Les péréquations, effectivement, l'idée qui est d'avoir plutôt des péréquations en Si on peut les paupérus, remettre derrière, peut-être. c'est-à-dire en appliquant le principe de subsidiarité, c'est-à-dire effectivement de commencer par les péréquations avec le territoire, comme ça a été évoqué d'ailleurs ce matin, commençant les péréquations dans les métropoles, les agglomérations, et où les maires travaillent ensemble, ont l'habitude de connaître leur territoire et où on peut moins se raconter d'histoire, comme ça a été dit dans l'atelier, et finalement donc partir de la connaissance du territoire pour avoir une péréquation, et ensuite une péréquation qui soit nationale éventuellement, mais qui serait en fait d'inverser la logique. Ça, c'est une idée, à mon avis, très, très puissante, qui mérite discussion, mais qui est extrêmement intéressante. Et puis, nous avons abordé aussi le sujet des critères de péréquation, avec un débat très intéressant sur les charges de centralité ou les charges de densité. Comme il est difficile de définir les charges de centralité, on se rend compte que plus un territoire est peuplé et plus il y a des charges, et donc finalement de glisser d'une idée de charge de centralité vers une idée de charge de densité est intéressante, en prenant en compte bien sûr les autres critères de charges, de ressources, et également bien sûr d'impôts payés par rapport aux revenus. A été évoquée également la spécificité de l'Île-de-France dans ce cadre. Je n'y reviens pas, mais je le dis pour les élus franciliens qui sont présents. Et puis, bien sûr, se garder de l'idée d'uniformité, c'est-à-dire que tout écart ne traduit pas forcément une injustice. Un écart peut traduire aussi les différents résultats et la plus ou moins bonne gestion ou la plus ou moins bonne efficacité des politiques publiques locales. Merci beaucoup, Julien Bargeton. Je vous propose maintenant d'aborder la deuxième thématique. Jean-Claude Boulard, si vous voulez bien regagner votre place dans la salle, parce que je vais appeler un autre rapporteur de ce deuxième atelier qui est consacré au développement durable et à la transition, merci beaucoup, et à la transition énergétique. J'appelle Dominique Gros, maire de Metz, et vous allez, pendant ce temps-là, pouvoir regarder, on parlait beaucoup de l'importance de ces alliances du territoire, et là vous allez regarder, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, André Rossino, la coopération entre la métropole de Toulouse et les pays des portes de Gascogne, le Gers. Je vais d'abord peut-être passer la parole à notre grand témoin, Patrice Vergrit, si vous voulez bien. Passez peut-être votre micro, Dominique Gros, et vous récupérez éventuellement le deuxième micro, toujours des petits problèmes techniques. Patrice Vergrit, vous, qu'est-ce qui vous a frappé si on voit défiler peut-être les propositions derrière vous et derrière nous pour que vous puissiez vous les découvrir? Est-ce qu'on peut... Voilà. Ensuite, les propositions du manifeste. Voilà, si là-dessus, Patrice Vergrit, vous pouvez me dire un peu votre sentiment et comment vous avez ressenti justement ces propositions et nous les décrypter. Alors forcément, positivement, il y en a plusieurs dans plusieurs domaines. Sur les problématiques énergétiques, qui est un thème fort pour les collectivités aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant l'enjeu financier, quand même, au-delà de la question de la gouvernance. L'enjeu financier aujourd'hui est fort, et il y a une proposition dedans de contribution de la contribution climat-énergie aux collectivités qui me semble absolument centrale. J'en rajouterai une, j'ai envie de dire presque en complément. On parle des finances, c'est aussi important d'avoir des mécanismes assurantiels. Les collectivités peuvent engager aujourd'hui beaucoup de moyens en investissement. Je pense à un exemple chez moi qui est le réseau de chaleur. Et derrière, nous n'avons pas la garantie évidemment de la préservation du paysage économique, en l'occurrence industriel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas forcément les mécanismes assurantiels pour les collectivités locales pour être sûr que leur investissement, que les moyens financiers engagés puissent être toujours assurés, parce que ce paysage économique, il peut changer. Donc sur les problématiques énergétiques, c'est pour moi la question financière qui est une question centrale, et la contribution climat-énergie apparaît un enjeu important. Sur les problématiques de pollution de l'air, je ne sais pas si c'est déjà évoqué, sur les problématiques de pollution de l'air, on sent dans les contributions évidemment une volonté d'aller plus loin sur les problématiques de décentralisation, c'est logique. En matière de pollution urbaine, je pense que il y a là aussi un effort important à faire en acceptant la décentralisation. On voit un peu trop encore l'État aux commandes sur ces questions-là. Je rajouterai là aussi la question financière. Aujourd'hui, on a vu reculer quand même les aides de l'État sur les problématiques de mobilité partagée, transport collectif d'abord, mais j'ai envie d'élargir à la question de la mobilité partagée.
Je vous donne qu'un exemple. Chez nous, on est en train d'engager à Dunkerque un projet assez fort de réforme du système de transport collectif qui va nous conduire jusqu'à la gratuité du transport collectif. 65 millions d'euros d'investissement, 9 millions de l'État. La gratuité pour quand, pardon? Pour le septembre 2018. Ah oui, on deviendra la première agglomération d'Europe à avoir le transport collectif gratuit, qui nous paraît pour nous être un enjeu d'avenir, mais qui correspond au territoire dunkerquois et à son profil. Ce n'est pas quelque chose que je propose de généraliser, mais qui correspond à ce qu'est Dunkerque. Eh bien, 65 millions d'euros sur la table, 9 millions de l'État en investissement, ça ne me semble pas cohérent. Enfin, il y a la problématique d'après la pollution des déchets aussi qu'on peut aborder. Là-dessus, on voit la proposition, elle est assez forte. En l'occurrence, il s'agit de revoir complètement le modèle économique, c'est-à-dire finalement pourquoi on est des déchets. C'est pas le contribuable qui finalement génère le déchet, c'est celui qui le produit. Essayer d'inverser effectivement du coup la vision en renvoyant au pollueur-payeur, ça me paraît effectivement une évolution positive. Une évolution positive, et c'est un territoire industriel qui s'exprime, c'est aussi d'aborder les problématiques d'économie circulaire. Là aussi, un certain nombre de territoires industriels ont mis en place des outils originaux, notamment la toile industrielle qui permet de repérer les trous dans la raquette, dans finalement le parcours des déchets et d'aborder à chaque fois des solutions adaptées sur ces problématiques d'économie circulaire. Merci beaucoup, Patrice Vegrit. Tout à l'heure, Carlos Moreno disait qu'il a donné quelques chiffres, que je vous rappelle. En 2030, 60% du PIB mondial sera dû par 750 métropoles et que vous aurez des métropoles qui feront plus de 50 millions d'habitants. Lorsqu'on voit la taille des pays européens, c'est sûr que ça fait un petit peu froid dans le dos. Les territoires urbains n'occupent que 2% de la surface de la planète aujourd'hui, mais concentrent 50% de la population mondiale, 70% de l'énergie. On voit si effectivement c'est important ces questions énergétiques, Dominique Rowe. Bien écoutez, c'est important et c'est particulièrement important en France où on a des traditions d'outils publics nationaux qui ont fait que les grandes villes ne se sont pas occupées sérieusement d'énergie pendant très longtemps. On a été, disons, bercé dans une situation plutôt favorable d'ailleurs au plan des prix, des coûts, hein, mais nous nous apercevons que maintenant nous devons prendre en main notre destin autant que nous le faisons pour les transports en commun, pour l'urbanisme, pour l'aménagement du territoire, pour le logement, etc. Et c'est cette montée en puissance de la collectivité en tant qu'autorité organisatrice de l'énergie qui est l'enjeu actuel de nos débats, puisque de plus en plus de collectivités réalisent des réseaux de chaleur, ont besoin d'avoir des informations en ce qui concerne les données sur les distributions de gaz, d'électricité par quartier, par secteur, par territoire, et nous sommes en train de faire évoluer nos rapports avec les opérateurs et nous-mêmes de devenir opérateurs dans certains cas, puisque certaines villes ont des réseaux de chaleur, produisent de l'énergie, et nous sommes à même de plus en plus de nous mêler de ce qui nous regarde dans ce domaine-là. Je crois que c'est fondamental. C'est une demande forte de nos villes, de nos territoires, de nous occuper d'énergie, et quelque part, on a une évolution aussi intéressante des opérateurs traditionnels qui finalement acceptent ce nouveau dialogue et acceptent de remettre en cause les habitudes antérieures, des habitudes qui nous permettent de nous organiser. Par exemple, pouvoir sortir d'un syndicat d'énergie, c'est fondamental. On a des communes qui sont dans une agglomération et qui sont encore dans un syndicat d'énergie. Actuellement, elles ne peuvent pas en sortir. C'est pas acceptable. Donc, ce sont les propositions que nous faisons. Et ces propositions, je pense qu'elles sont acceptables avec négociation avec les opérateurs qui sont en train de changer leur fusil d'épaule par rapport à la façon de gérer le pays. Dominique Rowe, je reviendrai vers vous. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, sur cette question de la responsabilité, votre responsabilité par rapport à cette transition énergétique? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, je n'en vois pas. Hein. Décidément, vous êtes bien silencieux. Oui, vous écoute avec grande attention. Cette responsabilité, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous en êtes loin? Il y a des progrès à faire. Il n'y a pas deux villes pareilles. Et puis, ça dépend un peu de l'implication des élus. Il y a quelque part une faiblesse dans la formation des élus sur ces sujets-là. On a besoin nous-mêmes de nous former et de travailler dans toutes les structures qui peuvent être mises en place, notamment par France Urbaine, sur ces thèmes-là. Et je pense que la culture générale des élus doit s'améliorer dans ces domaines fondamentaux qui sont ceux de l'énergie. Olivier Carré, là-dessus, sur cette question-là? Simplement, c'est que il faut bien voir que tout ce qui se prépare avec les smart grids, avec toutes les évolutions
de la microproduction électrique et ainsi de suite, définit des sources d'approvisionnement et de gestion de l'énergie à un horizon de quelques décennies qui va complètement transformer le mode de fonctionnement et de transport et de délivrance de l'énergie à travers les villes. Les villes restent, par leur capacité, l'élément le plus économique que l'homme ait trouvé pour se développer sociétalement. Il faut quand même pas l'oublier. C'est pas un hasard si on a des concentrations de 50 millions d'habitants et des phénomènes tels qu'ils nous ont été décrits. Mais derrière, pour que tout ça soit soutenable en termes de développement, on va passer à une gestion de l'information proactive qui va considérablement changer la façon d'appréhender toutes ces questions. Donc les énergéticiens le savent aussi. Il faut être attentif quand on travaille sur ces questions qui généralement nous engagent, là aussi nous-mêmes collectivités, sur plusieurs décennies, à pas se gourer de modèles. Parce qu'il y a des modèles qui économiquement vont être obsolètes, pendant que d'autres sont en train de naître sous nos yeux, qui ne sont pas encore rentables, entre guillemets, mais qui vont très rapidement le devenir avec l'évolution du big data et de la délivrance de l'information pour optimiser justement ces flux. Donc ça, c'est vraiment, c'est plus de la prospective, c'est quelque chose qu'il faut anticiper dans la conception même des plans d'urbanisme et de développement de nos villes. Moi, je voulais rebondir sur ce dernier point parce que c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure quand je parlais des mécanismes assurantiels. Je pense qu'il est très important pour les collectivités d'être accompagnées. Alors, est-ce qu'on est accompagné par l'État ? Je prenais l'exemple de mon réseau de chaleur aussi tout à l'heure, qui est un bon exemple aussi. Il s'appuie aujourd'hui sur un certain nombre d'industries locales. Est-ce que j'ai la garantie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que j'ai la garantie dans 10 ans ou dans 15 ans que ces industries produiront la même énergie, fatale en l'occurrence, voire seront encore sur mon territoire. C'est industriel, ça bouge vite, ça change. Je ne peux pas assurer ça. Voilà. Comme vous l'avez dit, sur comment une collectivité peut anticiper ce qui va se passer sur 10 ou 15 ans. Donc qui assure, qui gère le mécanisme assurantiel ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est un ensemble de collectivités locales ? Cette question-là est absolument posée. Et si on veut améliorer effectivement l'investissement des collectivités, il faut garantir cette assurance. On ne peut pas investir. Mais il faudrait une assurance sans un d'État, un peu minimum de comme il certitude. a existé des mécanismes type COFAS pour les entreprises. Ou vous pensez à quoi comme Oui, mais genre aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on prend la décision d'investir dans un réseau de chaleur, c'est la collectivité qui en assume éventuellement les évolutions et donc l'échec potentiel. Et l'assurance, non ? Rien du Il tout, y a mais une part de risque dans tout aménagement du territoire. Et effectivement, les entreprises, on n'a pas la garantie qu'elles vont rester. Les villes font aussi des paris, hein, et ça s'appelle l'urbanisme d'ailleurs, hein, c'est des paris de développement. Moi, je pense qu'on aura du mal à trouver une solution pour garantir la rentabilité permanente d'un réseau, surtout s'il y a une grosse partie qui va vers l'industrie, ou vers une industrie qui elle-même peut disparaître, ou décider de changer son système d'énergie. C'est compliqué à mon avis, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué pendant la commission. Hein. Je pense qu'il faut le renvoyer à la commission pour y travailler et avancer, parce qu'on aura du mal à faire ce débat-là, à mon avis, ici en séance. Par contre, sur les propositions que nous avons faites, il y en a une qui est extrêmement innovante, c'est la proposition d'un établissement public s'agissant de la gestion de l'éco-contribution sur les déchets. Ça, c'est extrêmement important et fort, hein, puisque jusqu'à présent, on a des systèmes qui ne sont pas satisfaisants, qui font l'objet de nombreuses critiques, y compris des critiques d'ailleurs qui relèvent de la morale. Et on a pris cette proposition de faire un système de type agence de l'eau, si vous voulez, en ce qui concerne les déchets, de façon à ce qu'on arrête la course à l'échalote. C'est les déchets sont produits par les uns, et nous, avec nos contribuables, on paye l'élimination et le tri. Et ça va de plus en plus mal, si bien que là, c'est une proposition extrêmement forte qui figure dans ce texte, qui, à bien des égards, va en déranger plus d'un. Je voudrais le signaler ici, de façon à ce qu'on soit bien conscient que ce qu'on va adopter là, c'est de la dynamite sur un sujet qui était jusqu'à présent, à mon avis, fort mal géré. Une sorte d'agence des déchets. Olivier Carré, vous voulez ajouter un tout petit mot ? Non, c'est bon, vous avez la réponse. Merci beaucoup Dominique Gros. Je vais vous demander de rejoindre votre place dans la salle. On va aborder la troisième thématique, mais avant, il y aura cette deuxième petite pastille que vous connaissez bien sur la
construction a connu quelques difficultés. Aujourd'hui, le marché de la construction, et tous les chiffres le montrent, repart. Olivier Carré, vous avez été, vous êtes un peu le grand témoin sur cette question du logement. Les propositions sont en train d'apparaître derrière, créer un grand ministère de l'aménagement du territoire qui rassemble tout. Ça, c'est compliqué, mais allez-y, Olivier Carré, je vous laisse un peu décrypter ces propositions. Hier, dans l'atelier, on est parti là, sur cette histoire de grand ministère, à l'idée qu'en fait, il fallait, avant de parler de ministère, il fallait être sûr que l'opérationnalité des différents dispositifs, puis que tout ce qui était aujourd'hui dans différents dispositifs, différentes agences ou autres, puisse sans doute se reconcentrer, que le maire restait l'échelon qui était vraiment celui qui faisait, alors le maire ou le président de l'EPCI, voilà, mais en tout cas l'échelon local, l'échelon des élus, était celui qui était en mesure de faire bouger les choses et qui avait la responsabilité aussi de les faire bouger, plus que l'État, qui de ce point de vue-là avait sans doute un devoir de neutralité, de bien veiller à ce que, évidemment, la loi soit respectée. On a parlé aussi des 25%, mais au-delà de ça, de faire en sorte qu'on ait des circuits de décision qui soient courts et qui soient en phase avec les attentes des habitants. Et de ce point de vue-là, par exemple, les différentes agences, telles qu'aujourd'hui elles configurent le paysage de l'intervention sur l'environnement plutôt public, le renouvellement urbain, et privé avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, c'était des choses qu'il fallait sans doute rapprocher, voire même si jamais tout cela est plus compliqué à faire qu'à dire. Les PLH sont des éléments qui aujourd'hui structurent l'organisation de l'habitat, mais surtout ce qui apparaît l'élément le plus fort aujourd'hui, c'est que ce sur quoi les élus sont interpellés, c'est à garantir que les ménages peuvent s'assurer un parcours résidentiel qui est cohérent avec l'évolution de leur propre situation. Avant de parler de quotas de logement, avant de parler d'un certain nombre de choses, s'assurer que partout dans la ville, le maximum de types de ménages peut faire son parcours résidentiel en fonction de sa situation, d'une progression linéaire, de rupture dans son parcours, enfin tout ce que l'on connaît, nous, au quotidien, dans les interpellations que nos concitoyens nous font. Et veiller à ce qu'il y ait cette fluidité dans le parcours résidentiel nécessite de changer un certain nombre de regards. Le logement social lui-même est en mutation profonde. Il doit lui-même très probablement se réformer. C'était pas l'objet direct de ces assises, mais elles sont sous-jacentes parce que nous-mêmes parfois on bloque par rapport à des rigidités qui peuvent être rencontrées de par les différents acteurs partenaires que sont les bailleurs sociaux. Bref, tous ces éléments-là, aujourd'hui, nécessitent des changements que je qualifierais, moi, de systémiques pour que, justement, on puisse avoir des villes qui soient fluides sur le plan de l'habitat et de la cohésion sociale. Et clarifier les compétences et les rigidités. Nathalie, à Paris, faut-il le rappeler, vous êtes maire de Rennes. Vous, qu'est-ce qui vous a semblé important à l'issue de ces travaux que vous avez conduits ? Je crois qu'il y avait un consensus entre nous pour dire qu'aujourd'hui, on n'aménage plus nos villes de la même manière. Et on est percutés les uns et les autres par différentes transitions. La transition énergétique, il en était question tout à l'heure. La transition numérique aussi, de la Smart City aux mobilités nouvelles ou aux nouvelles localisations du travail impacte sur l'aménagement de nos villes. Et évidemment, la transition démocratique ou citoyenne, parce qu'on ne peut plus planifier aujourd'hui, y compris idéalement, en dehors évidemment de la concertation et du rapport aux citoyens. Donc tout cela plaide pour une vision globale de la ville, on sort des silos, on évite la fragmentation et on recherche un projet pertinent à l'échelle d'un territoire, et c'est précisément ce projet qui ne peut pas être le même selon que l'on soit à l'est, à l'ouest, au centre, au nord, au sud, pour lequel on va rechercher un accompagnement, une contractualisation avec l'État. Et je crois que c'est véritablement ce qui nous a guidés dans les propositions telles qu'elles ont été élaborées. Si on peut les remettre du reste, comme ça nous permettra. Évidemment que c'est le rôle du législateur de mettre en place des cliquets, et
pu affirmer aussi notre attachement à la mixité sociale, à la présence du logement social dans la manière de conduire nos programmes locaux de l'habitat pour accueillir toutes les populations, mais ces objectifs cliquets, ces objectifs politiques doivent être adaptés aux réalités des territoires et rentrer dans une logique contractuelle. On a beaucoup évoqué notamment la manière dont le parc privé aujourd'hui était un élément absolument incontournable de véritable politique de l'habitat, insuffisamment peut-être pris en compte dans les dispositifs, ce qui nous a conduit à des propositions de rapprochement des modalités de fonctionnement en RUANA notamment, vers une contractualisation et surtout vers de la pluriannualité. Aujourd'hui, la pluriannualité est limitée pour des questions de ressources propres des deux agences, mais si on veut construire sur la durée, on sait bien qu'une politique de l'habitat supporte mal les stop and go, a besoin de continuité, de visibilité. Il y a des rythmes dans la manière de conduire des opérations. Il peut y avoir des temps de maturation relativement longs, de conviction, de mise en œuvre, et on a besoin de cette vision pluriannuelle. Peut-être un dernier mot sur ce qui pourrait apparaître le cas échéant décalé dans les propositions, mais qui ne l'est pas totalement. Là, on était sur une approche plus institutionnelle, permettre aux métropoles de fusionner avec leurs départements et aux communautés urbaines d'appeler des compétences sociales. Peut-être un mot, parce qu'on a débattu de ces questions-là, pour se dire que l'exemple lyonnais, cher Gérard, est regardé avec beaucoup d'attention par les uns et les autres, mais nous avons préféré parler d'exemple lyonnais que de modèle lyonnais, considérant que ce n'avait pas vocation non plus à s'appliquer à l'ensemble du territoire, que les réalités territoriales sont de ce point de vue très différentes, que par ailleurs, et là j'y ajoute un commentaire personnel, il est illusoire de considérer que ça aboutit à la suppression des départements, puisque, sauf erreur de ma part, il est maintenu un département du Rhône, donc le nombre de départements reste absolument le même. Certes, nous devons aller plus loin dans l'affirmation de la cohésion sociale, dans les compétences stratégiques de nos aires urbaines et de nos agglomérations, mais s'il y a des volontés de vivre l'expérience lyonnaise sur d'autres territoires, je crois que nous y sommes très favorables, mais évitons cette généralisation, et c'était, je crois, d'une certaine manière... C'est un bémol que vous apportez qui est important. C'était l'esprit de l'atelier, l'unité de la République. C'est pas l'uniformité, c'est vrai en matière de logement, c'est vrai en matière d'organisation institutionnelle aussi, et faisons confiance au contrat. Et j'y ajoute un petit codicile. Je pense qu'il faudrait pouvoir régler sur la prochaine mandature ou législature ce que nous avons échoué à totalement finaliser, à savoir revoir la manière dont est écrit le droit à l'expérimentation aujourd'hui. Le droit à l'expérimentation tel qu'il découle de la loi Raffarin et est intégré dans la Constitution oblige à ce que toute expérimentation soit généralisée à l'issue des 5 ans d'expérience, dès lors que l'expérience est conclusive. Et je pense que ça, c'est véritablement problématique si on veut avoir cette vision véritablement non jacobine et décentralisatrice d'un pays qui s'adapte dans ses formes institutionnelles et dans ses contrats aux réalités territoriales. Il faut que nous puissions sortir de cette obligation de généraliser les expérimentations de façon à pouvoir véritablement permettre des organisations à la carte, ce qui est constitutionnellement impossible aujourd'hui. Merci, c'est ce que disait le philosophe Michel Onfray, je ne sais pas, parfois controversé, qui dit qu'il faut décoloniser la province. C'est une bonne expression, ça va un peu dans votre sens. Olivier Carré, Patrice Gégrit, une réaction? Je voulais juste ajouter un élément parce que André Rossino l'a rappelé tout à l'heure, mais il est important aussi d'avoir en tête la responsabilité qu'ont les centres urbains et a fortiori métropoles et autres sur la France périphérique, comme l'appelait le sociologue M. Guilly. Et cet élément-là, il passe par tout ce qui a été dit sur les accords de territoire, les pactes de ruralité et autres. Et dans ces questions d'aménagement,
dans ces questions de prévision de logement, avec tout ce qui va avec une nouvelle économie servicielle et de rapports serviciels entre les différentes collectivités, c'est à ce stade-là qu'il faut toujours avoir en arrière-plan, me semble-t-il, maintenant, cette dimension qui vise l'aire urbaine, comme ça avait été rappelé par Monsieur Moreno, et qui fait qu'aujourd'hui, on a de nouvelles responsabilités. Ça, j'en suis intimement convaincu. Oui, d'abord pour partager ce qui a été dit sur la décolonisation de la province, j'aime beaucoup. Ça me rappelle la dernière commission de France urbaine sur l'urbanisme, on avait commencé à dire mais attendez, cette loi-là, elle a été écrite pour Paris ou pour la France? Je veux dire, c'est quelque chose. Marqué, quand on voit les images que nous a projetées tout à l'heure Carlos Moreno, c'est sûr que ça fait un petit peu. Donc voilà, à chaque fois on a ce sentiment-là quand on est élu provincial, quand même, de se dire mais cette loi, elle ne doit pas être pour notre territoire. Juste un point quand même par rapport à ça, c'est ce qui est important aussi dans la politique d'aménagement du territoire, c'est maintenant de remplir les trous de la raquette. On a eu des choses sur les métropoles. J'ai l'occasion souvent de voir les présidents de métropole. Il y a eu une grande avancée en la matière sur les politiques d'aménagement du territoire. Cette direction-là, il faut le reconnaître. Je pense que sur les territoires ruraux, il y a eu des réponses. Il y a un trou dans la raquette aujourd'hui, c'est les villes moyennes, en particulier en décroissance démographique, surtout les villes moyennes industrielles, où aujourd'hui il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'accompagnement en matière de politique d'aménagement du territoire. Il est urgent d'avoir un accompagnement pour ces villes-là aujourd'hui et une vraie politique d'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on veut en faire dans la France de demain? Juste un point peut-être, Nathalie Paré, parce que vous ne l'avez pas tellement mentionné, mais sur le logement social, cette crise du mal logement, sachant qu'il y a quand même beaucoup de nos concitoyens qui ont du mal à se loger. Parmi vos propositions, est-ce qu'il y en a une, je dirais, qui peut être susceptible de retenir l'attention des candidats? L'attachement évidemment au logement social comme permettant un accueil universel de l'ensemble des ménages, sans spécialisation du parc social. Je n'ai pas entendu de remise en cause de la loi SRU dans les débats qui ont été les nôtres, avec pour autant la volonté d'une contractualisation à l'échelle intercommunale et non pas forcément d'une application stricte commune par commune, mais on a aussi beaucoup insisté sur la notion de parcours résidentiel. Comment est-ce qu'on permet aux ménages, dans un souci à la fois de liberté et d'égalité, de s'inscrire dans un parcours résidentiel, et la dimension de développement nécessaire des aides à l'accession sociale à la propriété fait partie, je crois, de ce qui est retenu par les uns et les autres. Olivier Carré, peut-être le mot de la fin sur cette thématique. Je sais que c'est impensif, mais qu'on arrête les évolutions normatives. Enfin, je veux dire, j'étais adjoint à l'urbanisme il y a 15 ans, il fallait à peu près 2 ans pour ouvrir une ZAC et faire que les choses commencent à être construites. Aujourd'hui, on est à quasiment une mandature. Donc, je veux dire, on tombe à l'absurde sur un certain nombre de sujets, notamment sur la multiplicité des enquêtes les unes après les autres. On a de plus en plus de documents prescriptifs qu'il faut des années à établir et ils deviennent obsolètes à la fin, au moment où ils doivent être mis en œuvre. Enfin, on a une sorte de vie fictive du développement des villes dans les bureaux et dans les commissions et dans les réunions et qui facilite pas du tout l'émergence de la réalité de la ville et donc de la transformation de la ville sur elle-même, notamment, qui permet justement de résoudre une grande partie de ce mal logement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie Appéré. Vous voulez dire un mot? Non. Merci beaucoup, Nathalie Appéré. Merci, messieurs. Je vous propose tous de rejoindre votre place dans la salle avant d'aborder la deuxième série de thématiques.